Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez un petit peu des têtes de gens qui ont fait la fête hier soir, c'est normal. Le Maroc évidemment l'a fait et on en reparlera bien entendu dans cette émission aujourd'hui pour m'accompagner. Monsieur Karim Alouache, notre banquier d'affaires, comment il va mon Karim? Il va bien, il est tout bronzé. Ouais, je vois ça, ouais. T'as été où, dis donc? Maldives, Sri Lanka. Maldives, Sri Lanka. Et le mois dernier, j'étais à l'île Maurice. Ah ouais. J'ai un ami qui m'a écrit, il m'a dit « Dis-moi la vérité, t'as gagné au loto ?» Ah ouais, attention la haine. Mais non, c'est pas grave. Attention le mauvais œil. J'ai repris ma vie d'avant la politique. Ça c'est bien. Donc finalement, il y a bien mieux que la politique. Nasser Lagini, comment ça va mon Nasser? Ça va très bien Christophe, je te remercie, impeccable. Bon. Avec cette belle victoire d'hier, donc on peut que aller bien. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Une marée rouge sur les Champs-Élysées hier soir, beaucoup de monde. Ça s'est plutôt bien passé, grosso modo. On y reviendra bien sûr sur cette victoire historique, 4e pays africain à accéder à un quart de finale. Et le Maroc a entre ses pieds, samedi prochain, on en reparlera tout à l'heure, la possibilité de rentrer réellement dans l'histoire en étant le premier pays à accéder à une demi-finale. S'ils battent le Portugal, mais il va falloir battre le Portugal évidemment. Il n'y a pas de raison. Eh oui, en attendant, on va parler évidemment et donner le programme. Il en manque un, c'est Pierre-Henri. Commence à être embêtant lui d'arriver en retard. Je vous le dis, hein. Qu'est-ce qu'il va prendre? Avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, en fin d'émission, le zapping avec un chanteur qui a été fait chevalier. Et ça pose problème à quelques chroniqueurs de TPMP, on y reviendra tout à l'heure. Emmanuel Macron aussi qui rappelle à l'ordre les gens en disant pas de panique, tout va bien, il n'y aura pas de coupure, tout le monde au travail et puis bouclez là. C'est un peu grosso modo ce qui s'est passé. Le quiz, bien entendu, tout à l'heure, la battle, Madame Borne, à propos du futur projet de loi sur l'immigration. La France est en droit et libre d'accueillir qui elle veut. En matière d'immigration, on y reviendra. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cela? C'est la question que l'on vous pose sur le grand forum FM2 sur Twitter. Et puis, bien entendu, nous allons revenir pour cette page footballistique sur la performance de l'équipe du Maroc. Nous écouterons l'excellent entraîneur, sélectionneur du Maroc qui a fait du bon travail tout à l'heure. Je crois que c'est le coup de cœur de Nasser d'ailleurs et de beaucoup de Marocains, j'imagine. On y reviendra. L'hôpital, ça fait des années qu'on nous dit que l'hôpital est malade. Mais y a-t-il un traitement pour venir à bout et peut-être tenter de la soigner, cette maladie qui touche l'hôpital, le personnel qui est à bout de souffle et qui n'en peuvent plus, avec des urgences qui ferment la nuit pour quelques endroits et des conditions d'accueil qui sont de plus en plus dramatiques. On y reviendra aussi dans quelques instants. On parlera des déchets autour du mondial au Qatar avec Thierry de Oryx FM, radio francophone du Qatar. Et puis dans un instant, le clin d'œil. Et pour l'heure et pour commencer, notre invité. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Roux et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Karim Alouache, Nasser Lagili, je vous propose d'accueillir Elsa Lefort, épouse de Salah Amouri, qui est avec nous évidemment sur France Maghreb 2. Salah Amouri, bonjour. Elsa Lefort, bonjour, lapsus. Oui, bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Alors pour avoir des nouvelles, puisque tu es venu la semaine dernière ici à la radio sur France Maghreb 2, nous parler notamment de 2 audiences importantes qui devaient avoir lieu dimanche. Finalement, elles ont eu lieu hier. Salah Amouri, on l'envisageait, pouvait être expulsé d'Israël vers la France, ou de la Palestine vers la France. Finalement, il est maintenu en détention. C'est les dernières nouvelles que tu as en ta possession, Elsa? Oui, du coup, effectivement, les 2 audiences se sont tenues hier. Donc, une audience qui concerne la révocation de sa carte de résident à Jérusalem. Et donc, cette audience-là, elle a été reportée au 1er janvier 2023. Et une audience concernant son expulsion, sa déportation de Palestine. Et ça, pour le coup, là, on n'a pas encore... en fait, le tribunal n'a pas encore... donner sa décision. Hier, donc les avocats de Salah ont pu donner leurs arguments. Le ministère de l'Intérieur a pu donner ses arguments. Et là, c'est en cours d'étude actuellement. Donc, on n'a pas encore cette deuxième réponse, mais toujours est-il que Salah est toujours en détention. Est-ce qu'il y a eu intervention de l'ambassadeur de France, du président de la République, de ses services? Où on en est par rapport à la diplomatie? C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont agi, notamment dans les derniers jours, pour
garantir les droits. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est Salah Amouri ne doit pas être expulsé, il doit pouvoir vivre à Jérusalem avec sa femme et ses enfants. Maintenant, j'ai pas de détails sur la teneur des interventions. Voilà, toujours est-il que le résultat, c'est que Salah, il est pas libéré, il est maintenu en détention, donc ça fait déjà 9 mois qu'il est détenu sans charge et qu'il a encore que le calvaire continue encore, parce que là concrètement voilà, c'est encore un mois, enfin un peu moins d'un mois qu'on nous annonce. Et puis bon, dans les derniers jours, là, les autorités israéliennes ont annoncé tout et leur contraire en fonction de ce qu'ils disaient à Salah, à ses avocats, à ses parents, aux diplomates. On a entendu tout et n'importe quoi. Ils ont fait, voilà, comme à leur habitude, quoi. Ils brouillent un peu les pistes et voilà. Du coup, là, le résultat de ces audiences d'hier, ça laisse tout le monde un peu dubitatif. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir? Pourquoi finalement il n'y a pas de décision qui a été prise? Voilà, il faut savoir que sa détention administrative s'est terminée dimanche à minuit. Donc dans la mesure où elle n'avait pas été renouvelée, ça a laissé sous-entendre que Salah allait être libéré. Après, est-ce qu'il serait libéré à Jérusalem ou est-ce qu'il serait libéré avec une expulsion? Ça, c'était juste le point d'interrogation. Mais le fait que la détention n'ait pas été prolongée laissait sous-entendre une libération, et pour le coup, c'est pas ce qui a eu lieu, quoi. Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui, Elsa? Il a un avocat qui l'a vu ce matin. Il est toujours combatif et sûr de son bon droit, de son bon droit à vivre en Palestine, à Jérusalem, et de son droit d'exercer son métier d'avocat, et de son droit d'obtenir à ce que sa famille, moi et nos 2 enfants, nous puissions le rejoindre. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas, Elsa, pour ces dernières nouvelles. Et puis, comme tu me l'as indiqué aussi, ça peut bouger à n'importe quel moment dans cette affaire. Voilà, et on ne manquera pas évidemment de tenir informés nos auditeurs. Donc, ce qu'il faut retenir, et l'information principale, c'est que Salah Amouri est donc de nouveau maintenu en détention jusqu'au 1er janvier, date d'une prochaine audience, 1er janvier 2023. Voilà, des fêtes de fin d'année en prison. Une fois de plus. Ouais. Une fois de plus. Merci Elsa, et beaucoup de courage, toi et tes Merci enfants. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christophe. Voilà. Pierre-Henri est arrivé. Comment il va, mon Pierre? Il va bien. Merci Christophe, et toi, et les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2 vont bien, j'imagine, après la victoire du Maroc. Oui, content? Oui, ils ont mis le bus, et comme l'Espagne joue la possession de balle, mais a oublié que le football c'était aussi marquer des buts et tirer au but, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Voilà. C'est normal, ils n'ont pas d'avance-centre. Alors, on y reviendra, ils ont pas de reviendra balle, tout à l'heure. Ils ont oublié d'avoir des avances. Comment ça, tout à l'heure? On y reviendra tout à l'heure. Ah bon? On a prévu d'en parler. Ah oui, c'est toi qui anime. Oui, c'est moi, oui. Ah ça t'aurait échappé peut-être, Pierre-Henri? Non. Bon, merci, c'est gentil. Ta vie, il a toujours de l'humour. Hein. Ouais, on va commencer par des petits clins d'œil de ce qui s'est passé un 7 décembre, puisqu'on est déjà le 7 décembre, les enfants. Tiens, mon Nasser, 1960, naissance d'un grand réalisateur tunisien, franco-tunisien, Abdelatif Kechiche. Scénariste, réalisateur, il a été récompensé notamment au César, Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013 pour La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2. Bon, des films un peu particuliers. Vous l'avez vu, non? Vie d'Adèle? Non, d'accord. Si. Abdelatif Kechiche, connais quand même. Oui. Ah, merci, vous me rassurez. 2004, c'est le décès d'un footballeur et entraîneur que Marseille vénère encore aujourd'hui. Goethals. Voilà. Raymond Goethals. C'est lui qui a donc permis à Marseille d'avoir ce trophée qui est revendiqué jusqu'alors. Monsieur Goethals. Alors justement, Goethals, il avait quand même son franc-parler à l'époque, on peut le dire. Et écoutez ce qu'il disait à propos de Eric Cantona, qu'il a osé mettre sur le banc un jour. Écoutez. Il y a quand même Cantona. Ah oui, Cantona. Oui. Vous l'avez quand même maltraité là. Mais non, pas du tout. Eric est un excellent joueur, mais à mon époque, Eric avait été
très durement blessé au genou. Et on jouait donc avec Papin, Pelé et Chris Waddle. Bon, 3 attaquants. Quand on a joué parfois là derrière un peu, mais ça, c'était bon. Il a joué quelques matchs, mais dès que mon équipe était complète, tous les joueurs étaient opérationnels, c'était Papin, Pelé, Chris Waddle. Il voit ça, et alors? Et un jour, il vient chez moi et il me dit « Alors, coach, est-ce que je joue ou je ne joue pas ?» Je dis « Eric, tu es dans le 16. On ne met pas Eric sur le banc. » Ah, je dis « Qu'est-ce que tu veux, Eric ?» Alors, tu te mets à côté du banc. Tu te mets à côté du banc, avait dit Raymond Goethals à Eric Cantona, il fallait oser. Voilà. C'est pas mal, non? J'aime bien. Ah oui, il a beaucoup d'humour. Ouais, beaucoup d'humour, Raymond Goethals. Quel entraîneur. Mais c'est vrai que il faut le dire. Vas-y. Tu peux pas t'énerver après lui quand il dit ça. Non, tu peux pas t'énerver. Mais quelle équipe quand même. Waddle, Papin, Pelé, Marseille. Ouais, incroyable. Mais qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Te voilà devenu supporter de calme-toi, je suis droit toujours au but, parisien jusqu'à la fin. Alors, en 1996, jusqu'à la fin du Qatar. Messieurs, 1996, attentat à Paris, vous vous en souvenez, à la station Port-Royal à Paris. L'attentat avait fait 4 morts dans le RER. Et puis, en 1990, c'est l'inauguration de la Cité de la Musique à La Villette, très bel endroit. Très bel endroit. Ouais. Et puis en 1897, en France, la femme, peut dorénavant être témoin dans les actes civils et notariés. C'est quand même une sacrée avancée, 1897. Voilà. Pour les petits clins d'œil d'aujourd'hui. Justement, tu parlais du Qatar, mon Pierre. On y va dans un instant avec Thierry, journaliste à Oryx FM, radio francophone du Qatar. Pour nous parler de quoi aujourd'hui? Pour nous parler des déchets autour du Qatar. Comment sont-ils gérés, ces déchets? On le sait, après les matchs, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qui sont jetées un petit peu partout. Comment c'est géré? On verra cela avec Thierry dans un instant, avec Karim Alovache. On les envoie dans des pays... Et avec Pierre Henry, président de France Fraternité. La fraternité est toujours là? Ah, mais elle est toujours présente, elle est essentielle, elle est au cœur de chaque action, mon cher. Bon, t'as pas peur d'être coupé d'électricité? T'as prévu les bougies? Tout va bien? Non, mais ça, c'est des plaisanteries. Ça c'est pour alimenter les chaînes d'information continue qui ne savent pas quoi dire. C'est inédit, ça. Ça ne fait qu'augmenter le prix du bois de chauffage. Oui. Mais parce que tu en as vu, toi, des coupures d'électricité? Pas encore. Moi, je connais des coupures de cerveau chez un certain nombre de commentateurs à la radio ou à la télévision, mais sinon, que des coupures de courant, j'en ai pas vu. Hein. Non, mais ça va se faire. Ça va se faire. Les préfets ont déjà prévenu. Déjà prévenu, et ils ont même invité tous les maires des départements, des communes, à venir au département pour discuter, de voir. On a eu accès au courrier. Nos amis fort sympathiques de LFI. Mais non, mais arrête avec tes LFI. Commence pas avec LFI. C'est des courriers très officiels qui ont été envoyés au maire, Pierre. N'importe quoi. Mais si. Mais non, ça se fera pas. Écoute le chef de l'État qui t'a dit que tout ça, c'est... Parce que tu le crois, toi, le chef de l'État? Mais il m'arrive de le croire. Pas de manière systématique, mais parfois... Qui a géré la Covid avec la peur tout au long du mandat? Oh là là. C'est qu'on aime faire peur aux Français. Et qui a fait quoi qu'il en coûte. T'écoutes Macron, t'écoutes Véran, déjà ils disent pas la même chose. Et qui a fait le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, on voit ce que ça donne. Heureusement qu'on l'a fait. Oui, bien sûr. La dette, on en parle de la dette. J'aime bien tes débats. La dette, on en parle de la dette ou pas, monsieur Pierre-Henry? Oui, de laquelle? La dette. De l'Algérie? Non. Qu'est-ce que tu parles d'Algérie, là? De la France? Oui. Ah, d'accord. Ben, on va en parler. L'Algérie, ça tombe bien, on en a pas. On va parler de l'hôpital. Oui, de l'hôpital absolument. Public. C'est très bien, ça. C'est très bien. Il y a de quoi dire. On va filer au Qatar. Non, mais pour revenir sur les coupures de courant, je me suis posé la question. Oui. Ils font des coupures, donc je crois que les gamins ils vont pas à l'école, donc ils rentrent chez eux. Mais s'il n'y a pas de courant dans l'école, il n'y a pas de courant dans les maisons non plus, parce qu'ils vont couper tout le monde, le secteur. Elle dit, mais c'est pas grave, il y a le télétravail. Mais comment tu fais pour télétravailler s'il n'y a plus de courant chez toi, en fait? Il faut charger ton ordinateur avant. Oui, mais bon, tu sais qu'à un moment donné, avec ton réseau internet, ta box, elle marche aussi avec de l'électricité. Ah oui, c'est vrai. Donc ta box, ça marche plus. Donc c'est clair. J'aimerais savoir comment on va faire. Ouais, c'est vrai. Faut demander à Pierre, apparemment, il a la solution. Partage de connexion avec la 4G. Exactement ce que j'allais te dire. Il a la solution. Mais non, la 4G, elle marchera plus, puisque si on coupe le courant d'une ville, il y aura plus d'antenne. Ah bah oui, il y aura le 112 qui va marcher.
Et puis, parce que les connexions 4G, ça marche à l'électricité. Sincèrement, je pense pas qu'il y aura de coupure. Mais non, il n'y en aura pas. Bah oui. Arrêtez vos plaisanteries. En tout cas, nous, on est épargnés, la radio, je vous le dis. C'est pas grave, on va tous acheter des groupes électrogènes au diesel. Ouais. Et puis on va les démarrer. C'est un pays de tiers-mondisation, sincèrement. Tu as tout à fait raison. Tiens, il faudra en mettre sur le marché. Là, il y a de l'argent à se faire. Ah ouais. Parce que il y a des gens. Non mais vous rigolez, il y a déjà des groupes électrogènes. Et puis il y a des gens qui sont prêts à acheter. Hein. Ah bah oui. Attends. Ouais. Tu leur dis qu'il va y avoir une pénurie de papier toilette, ils se précipitent sur le papier toilette. Ah bah ça, on l'a vu ça. Pour le confinement, tu te rappelles, mon Nasser ? Il n'y avait plus de papier toilette. À croire que c'était plus important que les pâtes ou le riz à manger. Papier toilette. Bon, moi, les Français sont propres, ça fait plaisir. Restez avec nous dans un instant. Ça dépend des jours. Hein. Oui, ça dépend. Dans un instant, donc, on file au Qatar avec Thierry, journaliste à ORIX FM, pour parler des déchets autour du mondial au Qatar. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent parler de l'équipe du Maroc et de la victoire d'hier, de la qualification historique pour les quarts de finale, 4e pays d'Afrique à accéder à ce stade de la compétition. On y reviendra évidemment, ça a été fêté comme il se doit un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Au Maroc, bien entendu, en Belgique, vous imaginez bien, à Bruxelles, c'était d'ailleurs le feu là-bas. À Paris, les Champs-Élysées, marée rouge, sur les Champs-Élysées hier soir. Bon, il y a eu quelques incidents. On vient le dire malheureusement. Pas sur les Champs-Élysées. Il y a eu des vitrines de cassées à proximité. Oui, malheureusement. Ça, c'est vraiment stupide. C'est une minorité. Ouais. C'est une minorité, bien sûr. Non, mais je veux dire, on pose une question. Est-ce qu'il y a eu des incidents après la match du Portugal ? Non. Donc voilà. 0 à 40 33 9 000 pour nous en parler évidemment tout à l'heure, les amis. On compte sur vous, bien sûr, pour refaire le match tout à l'heure à partir de 17h avec Karim Alouache, avec Nasser Lajili et avec Pierre-Henri. Pour l'heure, direction les amis, le Qatar. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone ORIX FM au Qatar. France Maghreb 2, ORIX FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et nous avons rendez-vous avec Thierry de ORIX FM. Comment ça va mon Thierry ? Ça va très bien, bonsoir à Christophe, bonsoir à tout le monde. Quelle est la météo aujourd'hui à Doha ? Alors, le temps était très nuageux. Il a plu dans certaines zones, dans le nord du pays et dans certains quartiers de Doha. Mais c'était vraiment très sporadique. Très bien Thierry. Alors, on va parler, je crois, aujourd'hui des déchets autour du mondial au Qatar. Effectivement, on parle régulièrement de l'organisation du premier mondial neutre en carbone. Alors, c'est une approche, on sait, qui est déjà critiquée, mise en doute par certaines ONG qui pensent que ce sont des promesses en l'air, qui disent que la méthode retenue pour le calcul des émissions n'est pas fiable. Et puis, ils remettent aussi en cause les projets de compensation, parce que vous savez qu'il y a une partie, le Qatar a fait des efforts pour réduire les émissions, mais on sait que, par exemple, pour les déplacements en avion, etc., il y a une partie qui sera compensée par l'achat de crédits carbone. Donc, il y en a déjà qui disent que ce sera sous-évalué, etc. Donc, il y a une autre approche dans ce mondial dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'organisation d'un tournoi qui se veut neutre en plastique. C'est-à-dire que le Qatar a pour objectif de limiter la pollution des déchets générés par l'organisation du mondial. Et cette semaine, le ministère des municipalités qui est en charge de la gestion des déchets a publié un premier bilan de la gestion des déchets. Alors, ce ministère vise à ce que 60% du total des déchets du mondial soient triés pour être recyclés. Donc, 60% des déchets du mondial triés, recyclés et réutilisés. Et puis, les 40% restants seront incinérés pour être transformés en énergie. L'objectif, c'est d'avoir 0 déchet qui termine dans les décharges. Donc, on sait que quand on veut recycler, le tri est essentiel pour augmenter à la fois la quantité de déchets recyclables, mais aussi la qualité des matériaux qui sont recyclés. Et donc, on l'a constaté pendant ces 2 premières semaines, aussi bien dans les stades qu'à l'extérieur, il y a des poubelles de tri un peu partout, il y a des bénévoles qui rappellent qu'il faut trier pour recycler, et puis il y a même dans les stades des clips vidéo qui sont projetés pour inciter au recyclage. D'ailleurs, j'en ai pu voir un où c'était Marcel Desailly qui était l'ambassadeur du tri.
dans le stade. Alors cette semaine, je vous disais, le ministère a fait le bilan et a communiqué quelques chiffres. Alors, il y a 1100 tonnes de déchets qui ont été traités pendant ces 2 premières semaines de mondial, donc 480 tonnes en provenance des stades. Et bien sûr, c'est le plus grand stade, le stade de Lousel, qui génère le plus de déchets, avec 105 tonnes de déchets. Alors, quand on rentre dans les détails, il y a 36 tonnes de papier et de carton, 2 tonnes de verre, 95 tonnes de plastique. Puis, les déchets organiques ont permis de produire près de 400 tonnes de compost. Alors, 49% des déchets restants ont été incinérés et ils ont permis de produire 300 000 kilowatts d'électricité. Et donc là, on peut dire qu'il y a vraiment un système qui fonctionne et ce sera probablement un des héritages de la Coupe du Monde pour l'après-Coupe du Monde, pour le Qatar de l'après-Coupe du Monde. C'est-à-dire que très probablement, on aura une meilleure gestion des déchets, on aura la mise en place du recyclage qui va rester, qui va perdurer. On a vu que le gouvernement a accentué les efforts pour mettre en place des infrastructures de tri sélectif et encourager les entreprises privées à s'installer également dans ce secteur. Et d'ailleurs, je vous promets de vous reparler du tri du papier ici au Qatar, parce que c'est aussi un autre exemple de success story à la qatarienne, puisqu'on a une jeune entreprise qui s'est spécialisée dans le recyclage du papier récemment, il y a 5-6 ans, et maintenant elle exporte du papier et du carton recyclé dans le monde, elle exporte notamment en Chine, ce qui est très étonnant. Voilà Christophe pour le recyclage et le déchet des déchets, la gestion des déchets ici pendant la Coupe du Monde. Tu parlais de Marcel Desailly, d'ailleurs Marcel Desailly qui s'est exprimé dans l'émission C'est à vous sur France 5 a déclaré que pour lui c'était le meilleur mondial qu'on a jamais organisé en matière d'infrastructure, en matière pour le coup. Je pense que tout le monde est assez d'accord, non ? Il y a des objections, votre honneur ? C'est à nous que tu parles, là ? Oui, c'est à vous. Ouais. Non, mais moi je suis convaincu que c'est une des plus belles, si ce n'est la plus belle Coupe du Monde, de par les infrastructures, les terrains, le climat. Il n'y a pas de phénomène de hooligan ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'alcool. Non, mais mine de rien. C'est vrai, tu rigoles. C'est vrai. Il y a autre chose aussi qui est extrêmement important si tu compares par exemple avec la Russie, c'est que tout se joue dans la même ville. C'est-à-dire que tous les stades sont à moins de 10 km les uns des autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert ni de supporters, ni de joueurs, ni des teams et autres par avion. Donc en termes d'empreinte carbone, on verra ce que donnera la prochaine Coupe du Monde entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Parce que là, on va en reparler, les centaines d'avions aller je dirais d'un point à un autre pour aller voir les matchs vu la dispersion. C'est clair. Voilà. Et en termes de comportement, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Et on parlera pas d'écologie par contre. Non mais on essaye d'attaquer. Moi je crois qu'il y a un problème majeur, c'est ça a l'air de déranger. Mais je suis désolé, on a attribué la Coupe du Monde à un pays, on va jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, il y a 0 faute, quoi. Voilà. C'est ça. Thierry, est-ce que tu me confirmes une information que j'ai vue passer ? L'émir aurait acheté des milliers de billets qu'il aurait offert aux supporters marocains hier, c'est vrai ? C'est ce que j'ai lu aussi. Alors, je ne sais pas si c'est l'émir qui a offert, mais effectivement, il y a eu des distributions de billets aux supporters marocains par l'intermédiaire de l'ambassade marocaine. Je ne suis pas sûr de la source. D'accord, très bien. Merci beaucoup Thierry, et à demain évidemment. Peut-être dire un mot. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Oui, bien entendu que ce mondial semble très bien se dérouler. Moi, je comprends ceux qui se félicitent de l'organisation à Doha. Mais enfin, il ne faudrait quand même pas s'asseoir aussi vite sur les quelques milliers de morts qu'il y a eu sur les... justement, c'est dommage que tu n'étais pas là, parce que Thierry en a parlé l'autre fois et a fortement démenti ton chiffre. Je ne sais pas d'où il vient, mais bon. Bien sûr, mais le Qatar lui-même, maintenant, après avoir dit qu'il n'y en avait aucun, communique sur 500 morts. Mais de toute façon, c'est 500 morts de trop. Pierre. C'est 500 morts de trop. Et pour le reste, bon. Je sais pas, Thierry, tu vas pouvoir lui répondre. Tu vas pouvoir le défoncer. Mais pourquoi le défoncer ? Non, c'est quoi ce langage, Christophe ? Tu parles avec un regard un peu de calme, s'il te plaît. Mais bien sûr, parce que toi, tu as un autre regard depuis Paris. Moi, tu me fais bien rigoler, tiens. Ouais, Thierry, tu me fais bien rigoler. Réponds à Pierre, s'il te plaît. Va à Doha, réponds à Pierre. Non, je n'ai l'intention de défoncer personne, je rassure. Voilà, merci. Non, le Qatar n'a jamais
dit qu'il n'y avait aucun mort. Il reconnaît qu'il y a eu 3 morts sur les stades. Donc, 3 morts sur les stades en eux-mêmes. Et ça, ce sont des chiffres vérifiés. Oui. Après, il y a les infrastructures à côté. Et là, il vous dit qu'il y en a eu 400. 414, je crois, si le chiffre est exact. On est très loin des 6500 morts qui a été répété, rabâché ici. Non mais voilà. Christophe, tu peux rajouter quelque chose quand même. Oui. Je vous rappelle que Vinci, dernièrement, a été mise en examen. Parce que c'est Vinci qui a construit des stades, entreprise française, qui a été mise en examen au tribunal de Nanterre pour esclavagisme. Ouais. Donc c'est bien de donner des leçons à des pays, quand c'est les entreprises qui donnent les leçons, qui sont condamnées, enfin pas condamnées encore, mais poursuivies. Ouais, moi, pour l'instant, elles ne sont pas condamnées. Et elle est mise en examen pour l'instant. Le phénomène des sous-traitants est un phénomène bien connu. Ça existe. Et la manière mais c'est l'exploitant quand même qui est responsable. C'est extraordinaire. Moi, je veux bien dire que, et effectivement, moi, je n'ai jamais appelé à boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Mais par contre, j'ai toujours dit qu'il y avait un certain nombre de problèmes au Qatar avec les droits de l'homme, et il y a eu un certain nombre d'attitudes qui sont tout à fait critiquables. Voilà. Et donc il faut juste le rappeler pour ne pas s'asseoir dessus. Comme il y avait des problèmes de droits de l'homme en Russie, comme il y avait des problèmes en 78 en Argentine avec la dictature de l'époque, avec Videla qui larguait en plein océan des hommes politiques. Et si vous vous souvenez bien, je me souviens qu'on avait, à l'époque, l'entraîneur, c'était Michel Hidalgo. Oui, absolument. Et il y avait eu une tentative de Giscard d'Estaing. Je crois qu'il y avait des sœurs qui avaient été arrêtées ou des choses comme ça, essayer de voir s'ils pouvaient mener une action. Mais en tout cas, ils y sont tous allés sans la moindre difficulté. Moi, je crois qu'il faut laisser la place au sport. Cette Coupe du Monde se déroule. C'est aussi une autre. Honecker disait que c'était la poursuite de la guerre par d'autres moyens, le sport. Oui, mais moi, ce qui me gêne. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on en fait toute une polémique sur le Qatar, alors que juste avant, c'était en Russie. Oui, on en a fait une polémique. Non, on n'a pas fait autant de polémiques. Non, soyons honnêtes et soyons sérieux sur ça. Mais en même temps, regarder la presse de l'époque. Je t'ai écouté, j'aimerais bien juste qu'on me laisse parler aussi. Après, quand je regarde en Russie, personne n'a parlé. Là, on a viré l'équipe de Russie parce qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Donc, personne ne réagit là-dessus. Donc, à un moment donné aussi, il faut mettre les choses au clair. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est le traitement de faveur ou de défaveur à géométrie variable. Donc, soit on est clair et on met les choses au clair. Là, regardez, il va y avoir les JO qui vont être organisés à Paris. Mais vous avez vu la maltraitance de certains employés, des sans-papiers qui sont là, qui travaillent, qui construisent des stades? Est-ce qu'on en fait toute une polémique? Bah oui, travail clandestin, on en voit tous les jours. Et alors? Mais c'est scandaleux. Et aujourd'hui, bien sûr que c'est scandaleux. J'espère qu'on en parlera quand il va y avoir les JO en 2024. Mais on en parle déjà dès aujourd'hui pour demander la régularisation de ces travailleurs. Non, mais au-delà de la régularisation, c'est la maltraitance aussi parfois. Pardon. En tout cas, moi, si je peux dire un mot. En tout cas, je suis content que vous reveniez dessus et que, grosso modo, vous ne dites pas simplement que la fête est jolie. Non, la fête est jolie. La fête est belle. Le spectacle est beau. Les infrastructures sont magnifiques. Pierre-Henri. Et le pays a réussi son pari. Karim, il a dit quelque chose d'important. Le soft power du Qatar, effectivement, un coût de millions de dollars, effectivement, fonctionne. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Thierry, notez bien son nom, c'est Pierre-Henri. Transmettez à l'aéroport. Le jour où il vient à Doha, celui-là, vous me le mettez au Hebs pendant 24 heures. Merci beaucoup, Thierry. En tout cas, à demain. À bientôt, Thierry. Voilà. À très bientôt, merci. Salut, ciao. T'as vu ici, on parle vrai, hein, on parle dur, c'est du dur ici. Hein. Merci mon Thierry, bonne journée et à demain évidemment. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, pas de match aujourd'hui et demain. Ouais. Relâche. Les quarts de finale, ça démarre vendredi. On était tellement habitués à regarder les matchs. Ah ouais, c'était bien. Moi, je suis dégoûté là. Il y a plus de matchs, plus rien. Bon, dans un instant, on va parler d'un sujet sérieux, bien que celui-ci était sérieux aussi. Hein. On va parler de l'hôpital. On nous rabâche depuis des années que l'hôpital est malade, que notre système de santé en France a un gros problème. Est-ce qu'il y a un traitement, selon vous, pour le soigner, cette maladie qui touche évidemment le milieu hospitalier? On le voit, les urgences sont débordées, manque de personnel, des urgences obligées de fermer la nuit, du personnel évidemment qui, pour beaucoup, ont été écartés. D'ailleurs, ça revient au cœur de l'actualité là entre le RN et les LFI.
des personnes soignantes qui ont été écartées parce qu'ils avaient refusé d'être vaccinés. Beaucoup demandent à ce qu'ils soient réintégrés parce qu'il y a des services entiers qui sont complètement abandonnés. Une infirmière, voire 2 infirmières pour tout un service, c'est bien trop peu. Notre système de santé est malade. Comment faut-il le soigner ? Eh bien, on va en parler dans un instant avec vous sur France Maghreb 2, avec Pierre-Henri, avec Nasser Lajili et... Monsieur Paul, dans un instant, les amis, sur France Maghreb 2, au lendemain de cette victoire historique de l'équipe marocaine qui a battu la grande équipe d'Espagne, les enfants, hier au tir au but. Et l'équipe du Maroc qui rejouera son quart de finale samedi à 16h face au Portugal. Portugal qui a largement dominé la Suisse hier, score de tennis, 6-1. Voilà. Mais on y croit. Et samedi, évidemment, la France à 20h aura, avant de battre l'Angleterre, si elle y parvient, l'avantage de connaître son adversaire en demi-finale. Soit le Maroc, soit le Portugal. On peut avoir un France-Maroc en demi-finale. Ça va être chaud, les amis. Pour l'heure, on va parler d'un sujet très important, messieurs. C'est le milieu de l'hôpital. Il paraît, et on nous rabâche depuis des années, que le milieu de l'hôpital est en mauvaise santé, qu'il va mal, que le personnel, évidemment, se plaint. Des horaires à rallonge, des services et des personnels fatigués, des services évidemment qui sont plus quasiment assurés, des urgences qui sont obligées de fermer la nuit. On avait jusqu'alors peut-être l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il est aujourd'hui malade. Quel est le traitement adéquat pour le soigner, Karim Alouache ? Est-ce que tu as une idée, docteur Alouache ? Écoute, moi il y a un truc qui me sidère. Tu peux en parler, puisque toi, tu as été justement, à cause du Covid, hospitalisé en réanisation, etc. Alors moi, malheureusement, j'ai eu la totale. Et puis au tout début, donc on ne savait même pas quoi faire avec moi en réalité. Et j'ai eu un coup de bol et je remercie les médecins du centre de cardiologie du Nord, à Saint-Denis. Je remercie le docteur Amar Amran qui a fait ce qu'il fallait alors que j'étais debout avec une saturation à 67 et que je lui parlais normalement. Il m'a dit il y a un truc qui colle pas. Et puis bon, je serai mon épouse et tous ceux qui ont réagi alors que les symptômes me concernant n'étaient pas du tout évidents. C'était sournoiserie de cette maladie. Ce qu'on a dit, on a remercié, on a applaudi le personnel soignant et notamment au-delà des médecins, surtout le personnel hospitalier, infirmière, qui est quand même, je dirais, le gros des troupes dans les hôpitaux. On a dit qu'il fallait plus de moyens en nombre. C'est ce qui a fait défaut quand même dans les hôpitaux, c'est le nombre de soignants. Et puis en fait, on n'a pas plus recruté et on n'a pas plus formé en 2 ans, parce qu'une infirmière, ça se forme en 3 ans, donc on aurait pu, avec le Covid, former massivement. On n'a pas formé plus d'infirmières. Pour comparaison, l'Allemagne a formé l'an dernier le double de soignants, d'infirmières et d'infirmiers. Tu veux dire qu'on a tiré aucune leçon de cette période En fait, moi je crois que qui a permis de découvrir que l'hôpital était malade. Dans ce pays, on a une gestion comptable du service public et c'est ce qui le rend catastrophique. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse parler de rentabilité, de notion de rentabilité pour un service public. Ouais. La question, elle n'est pas là. Le personnel soignant, il a besoin d'être suffisamment, au-delà d'être considéré, mieux payé et autres, il a besoin d'être en nombre pour faire face à une situation. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Vous savez qu'il y a des enfants, aujourd'hui, là, avec les broncholites, qui sont transférés dans d'autres hôpitaux parce qu'on peut même plus les accueillir. On laisse les enfants attendre pendant 10-15 heures. On m'a dit, là, il y a encore 2 jours. On n'est plus en période de Covid, on n'est plus en période de surcharge. Il faut savoir aussi que le personnel hospitalier, il est épuisé parce que le Covid, ça a duré longtemps. Ça a duré plus d'1 année, je dirais, de manière intensive. Et ça a continué. Les gens sont épuisés et il faut former et injecter. Et là aussi, on peut parler de quoi qu'il en coûte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, Karim ? C'est quoi la solution ? La solution aujourd'hui, c'est d'abord de revoir la gestion des hôpitaux. Il y a énormément de personnes. On injecte de l'argent, mais ça sert à rien. Non, mais en fait, le problème, c'est que notre administration, elle est polluée par ces procédures et les usines à gaz qu'on a créées. Pour créer un lit en réa, ça prend, je crois, 10 ans. Pour créer un lit en réa pendant le Covid, ça a pris 3 jours. Pourquoi on n'a pas gardé cette méthodologie ? Je ne dis pas qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, mais je dis qu'il faut former massivement pour que le personnel puisse travailler dans des conditions acceptables. Je vous rappelle qu'on a fermé des lits, non pas parce qu'on voulait les fermer, parce qu'on n'avait pas de
personnel pour ouvrir pour maintenir ces lits ouverts. On a fermé des milliers donc on a un problème de formation. On a diminué, soi-disant, on a supprimé le numerus clausus pour la médecine. Tout ça, c'est du bidon. Il faut former en prévision et en fonction de nos besoins. Ouais. Et si on a besoin de former 10 000, 20 000, 30 000 infirmières ou personnels hospitaliers soignants, je parle bien des soignants, eh bien, on le fait. Appelez-nous si vous êtes infirmière, aide-soignant, 01 40 33 9000 ou pourquoi pas médecin aussi, pour nous donner un petit peu, nous faire part de vos difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au sein de votre travail. On a un personnel épuisé, Nasser. Épuisé, le personnel, il est aujourd'hui. Non, mais il est épuisé et surtout que... ce même personnel à qui on demandait de venir, même s'ils avaient le Covid à l'époque. Hein. Et ceux qu'on applaudissait à 20h tous les soirs. Ouais. Donc c'est ça qui est le plus hallucinant. C'est qu'on a repris... on n'a fait aucune leçon. On n'a rien récupéré de ce qui s'est passé dans le passé. Avec qui ce Covid. Non, mais nous, l'ensemble, les politiques, voilà, les politiques. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, mais tu le diras juste après. Non, mais les politiques aujourd'hui n'ont rien retenu de ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu le Covid. Aujourd'hui, on supprime des urgences. Je prends Beaujon aujourd'hui, qui est menacé de fermeture. Il y a des lits qui ont été supprimés aujourd'hui. Donc, comment on peut continuer à dire que tout se passe bien et que... tout va bien, Madame la Marquise. Et on n'accepte pas que ces infirmières qui ont refusé de se faire soigner, de revenir en poste. Ouais. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Qu'est-ce qui t'énerve, mon Pierre ? Un certain nombre d'idées classiques, reçues, de clichés sur l'hôpital public. Ouais. Dites-moi, les amis, on parlait du Maroc là tout à l'heure. Je voudrais que vous me rappeliez quel est le budget annuel du Maroc. Vous savez ? C'est quoi le rapport là ? Oui, je vais y venir. 50 milliards. 50 milliards d'euros. Vous savez combien est le budget de l'hôpital public en France ? 83 milliards annuels. Alors moi, je veux bien qu'on dise Yaka, Faucon, recrute, pas de difficulté. Vous savez comment est financé l'hôpital public, bien sûr. Ce sont les employeurs, ce sont les salariés, ce sont les malades avec le reste à charge qui financent l'hôpital public. Et aujourd'hui, si l'hôpital public est endetté, c'est tout simplement parce que nous avons fait des emprunts pour le moderniser depuis très longtemps. On voit le résultat. Et pour faire de l'hôpital public à la française quasiment une référence en Europe. Alors évidemment, il y a combien d'habitants au Maroc ? Il y a 36 millions. 36 millions. Et il y a combien en France ? Il y en a 67 millions. 66 millions. Le double. Je dis tout simplement que le budget de l'hôpital public, c'est quasiment 2 fois le budget du Maroc. C'est quasiment 2 fois le budget de l'Algérie, le budget global. Et quand vous êtes en train d'expliquer que Yaka Faucon recrute à tour de bras, il y a quand même un problème de financement parce qu'il faut aussi. Alors je vais y venir sur l'Allemagne parce que je voudrais dire. Comparaison avec la Belgique. Attends, tout à l'heure tu as avec juste raison, tu m'as demandé de ne pas t'interrompre. C'est vrai, non, mais parce que ça me oui, moi aussi. Ça me surpasse. Et moi aussi. Non, on va essayer que ça ne te surpasse pas. Et donc l'Allemagne, effectivement, a un petit peu mieux géré son nombre de lits que nous, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre supérieur de lits à nous. Je rappelle que la population est d'environ 83 millions en Allemagne, mais le coût par lit est inférieur à 20% à ce qu'il représente en France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une notion de responsabilité qui nous incombe à tous. Au bout d'un moment, mais bien entendu, parce que l'argent, il n'est pas magique. Et donc, qui est-ce qui finance la sécurité sociale ? Encore une fois... De quelle manière on peut recevoir ton discours de la part des infirmières, des aides-soignants qui galèrent tous les jours sur le terrain ? Est-ce que tu te j'ai le plus grand respect... Non, mais j'ai le plus grand respect pour ce métier. Et je trouve que leur revalorisation salariale est tout à fait le bienvenu. Alors, mais je dis qu'il n'y a pas... Bouge pas. Ah bah voilà. Ça va te détendre. Voyons donc. Ça c'est à la qatarienne. Ça va te détendre. Un petit verre de Cabernet pour notre pirate tout de suite. Ne bougez pas. Le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb.
Le grand forum avec Pierre-Henri Karibalouache, Nasser Lagili, et on parle du milieu de l'hôpital qui va mal, l'hôpital qui est malade. Est-ce qu'il y a un traitement pour le soigner? Pierre-Henri, je te laisse terminer avant d'accueillir Abdel au 01 40 33 9000. Oui, évidemment, la pub est nécessaire pour amener de l'argent à la radio. Eh bien, nous discutions, et je discutais notamment du fait que, certes, il y avait besoin d'une réorganisation de l'hôpital, mais que l'argent n'était pas magique. Et que l'hôpital public, je le rappelle, c'est 83 milliards d'euros par an, que c'est un système de santé que nous devons évidemment sauvegarder, privilégier, mais il y a aussi des efforts à faire de la part des utilisateurs, comme par exemple aux urgences qui sont, notamment en Île-de-France, utilisé parfois de manière assez anachronique. Voilà. Mais quand t'as pas de médecin, tu fais comment? Après, mais il y a des médecins. Arrête de dire il y avait des médecins, Pierre. Toi, t'as de la chance d'avoir un médecin. À Paris, demain, ton médecin il part à la retraite, je te dis d'en trouver un tout de suite. Qu'il y ait dans un certain nombre, dans ce qu'on appelle la diagonale du vide en France, c'est-à-dire dans un certain nombre de zones rurales, qu'il y ait effectivement des déserts médicaux, ça, oui. Y compris ici, en région parisienne. Qu'il faille 6 mois pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, oui, pas à Paris. Ce n'est pas vrai. Mais Pierre, tu vis sur quelle planète, sérieux? En 15 jours, on a notre rendez-vous. Je t'invite à regarder. Je passe sur Doctolib. Je t'invite à aller chez Doctolib et tu vas voir. Je te fais cadeau si tu vas à un dentiste. Non mais c'est vrai. Pierre, va tu chez vis sur quelle Doctolib planète, sérieusement? J'ai un dentiste, j'ai pas de problème. Oui, mais t'as ton dentiste, tu le connais. Ok, mais demain. Aujourd'hui, non. Voilà, si demain tu dois changer, tu verras. Si tu déménages, moi j'ai l'exemple de mon fils, il a déménagé il y a quelques années, il y a 4 ans, il y a 5 ans, parce qu'il s'est marié dans sa ville, qui est une très belle ville du 95, Enghien-les-Bains. Ah oui. Il n'a pas réussi à avoir un nouveau médecin. Bah oui, mais il n'y a pas de désert médical. Tous les médecins refusent. Ils ne prend pas. Ils sont saturés. Mais Pierre-Henri, il ne veut pas l'admettre. Il est obligé de revenir là où il habitait, c'est-à-dire à la maison, pour se faire soigner. Bah exactement. C'est pas normal. Bon. Moi, où je rejoins. Alors, Pierre-Henri, tu as raison de dire il y a beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent à 80 Mais c'est la gestion. C'est la gestion qui est mauvaise. Moi, je crois qu'on a un vrai sujet de fond. D'abord, moi, j'ai été étonné. J'ai regardé pour comprendre, pas parler dans le vide. En France, on a autant de personnel administratif, 1 pour 1, que de soignants dans les hôpitaux. Ça me pose question. Je ne veux pas dire bêtise, mais ça me pose question. C'est énorme. C'est énorme. En plus, quand on voit toutes les difficultés. La deuxième chose, c'est que on sait tous qu'on a un manque. On le sait, on l'a vu. Même avant le Covid, on le savait. Bien sûr. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les pays autour, je ne parle pas que de l'Allemagne, il y a l'Espagne, ont doublé les formations. On dit on va doubler le nombre. On pris des leçons. Et que nous, on est... Vous savez, on a augmenté de 2,7% le nombre de soignants. 2,7, c'est ridicule. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'argent. Pour moi, c'est pas un problème de remettre de l'argent. Pour moi, c'est un problème de dire, est-ce que on réorganise et est-ce qu'on on lâche la formation. Les médecins, les concours de médecine, ça devient dingue dans ce pays-là. Alors, j'aimerais qu'on écoute Abdel, si vous voulez bien, au 01 40 33 9000. Salut Abdel. Salut. Bon, Pierre, moi, je t'aime bien. Mais bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Merci, Abdel. Il va falloir qu'il t'écoute un peu. Alors, tu nous as parlé... alors, moi, en tant que Français, je dois me contenter du foutoir qu'il y a dans les hôpitaux français uniquement parce qu'en Algérie et au Maroc, ils ont un petit budget, à ce que j'ai entendu. Ah ben non, je m'en contenterai pas à cause de ça. Et ça, c'est leur problème à eux, au Maroc et à l'Algérie. Moi, mon pays, c'est la France. Deuxième point, quand il nous parle du Qatar et des droits de l'homme. Alors, faut savoir une chose, c'est que le Qatar, il a... C'est un global que tu nous fais, là. Ah bah Abdel, on parle de l'hôpital, là. Ne fais pas mais juste un petit reproche, vite fait. Il nous parle, le Qatar applique la peine de mort comme les États-Unis, comme pas mal de pays. Mais il se fait à travers des jugements, contrairement à la France, et tu reviendras nous reparler, on parlera ensemble des droits de l'homme en France, s'il te plaît, parce que quand on se fait abattre d'une balle dans la tête pour un refus d'obtempérer, la peine de mort en France, elle est appliquée au feu rouge, sans jugement. J'ai regardé sur Internet, au Qatar, en 10 ans, il n'y a pas un seul policier qui a abattu un citoyen dans la rue, regarde, d'une balle dans la tête pour un refus d'obtempérer. Combien il y a eu d'exécutions, capitale ? Oui, mais c'est à travers de jugements comme aux États-Unis, comme ailleurs. C'est pas grave. Voilà.
Bon, l'hôpital, Abdel, sinon. L'hôpital, non, Christophe a raison, c'est un vrai foutoir. On ne sait pas où ils mettent l'argent. Ils ont licencié. Quand tu y vas, tu as peur. Maintenant, on nous demande, essaye d'avoir un médecin, c'est pas possible. Il y a des gens qui rencontrent des vrais problèmes. Oui, ça c'est vrai. Et je n'ai pas à me contenter de ça, parce qu'il y a des pays qui ont des problèmes. Merci Abdel. Voilà, bon, petit tacle, passage. À bientôt, Abdel. Voilà. Bon petit tacle à notre ami Pierre-Henri. Bon, en conclusion, tiens, dans un instant, je vous demanderai de conclure en une phrase ou deux pour savoir ce qu'il faut faire réellement. Soyez concrets, les amis, parce que c'est bien de critiquer, et vous avez raison. C'est bien de constater les choses qui vont surtout pas. Que tu n'incites pas à ça. Il faut apporter des solutions. Alors, quelles sont vos solutions? Nasser, Pierre et Karim, je les entends dans un instant, juste après la petite pause. Solution, les gars, maintenant, pour l'hôpital. Comment faire? Quel traitement lui administrer à cet hôpital pour qu'il aille mieux et pour que les gens soient mieux traités, mieux soignés, mieux accueillis aussi? Pierre? Ah bah tiens, bien évidemment, mais écoute, sincèrement, si j'avais une solution miracle, évidemment, je l'aurais déjà transmise aux parlementaires. Il y a, on l'a dit, un budget énorme. Il y a probablement une réorganisation à faire à l'intérieur et peut-être des arbitrages entre l'aspect administratif et l'aspect médical. Après, je pense aussi qu'il y a une responsabilité de l'ensemble des usagers. Je rappelle que l'hôpital public est gratuit. Et au passage, je rappelle qu'une journée en médecine à l'hôpital, c'est 1370 euros. On entend de la Macronie, là. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, c'est la faute des gens. Hein, en chirurgie, c'est 1700 euros et dans soins intensifs, c'est 3000 euros. Oui. Donc, on ne va pas en soins intensifs par plaisir, hein, Pierre, je te rappelle. Voilà. Non, mais je te rappelle, c'est gratuit. Ouais. Et donc, c'est un système qu'il faut préserver et nous avons une responsabilité tous pour le préserver. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a des réorganisations à inventer au sein de l'hôpital. Nasser Lagili, ta solution pour l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, il l'a soulevé d'ailleurs, Karim, tout à l'heure, c'est de la formation, former surtout des infirmières et des docteurs, multiplier le nombre de médecins et surtout aussi une meilleure gestion de l'argent public pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'hôpitaux dans ce pays, voilà, et ne pas supprimer les lits et les urgences qui existent dans notre pays. Donc voilà, on en arrive en 2022 de penser un instant qu'on est en train de fermer des urgences et on est en train de fermer des chambres et supprimer des lits. Ça, je trouve ça scandaleux. On ne peut pas avancer comme ça et je pense qu'il y a une politique générale qu'on doit modifier sur la santé de notre pays. Karim, ta solution? On doit avoir une politique de formation massive parce qu'on a mis en évidence qu'il y avait quand même un manque de personnel. Soignants, je m'entends bien, soignants. Bien sûr. Et ça peut se gérer budgétairement avec la répartition soignants et administratifs dans les hôpitaux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est 1 pour 1. Donc, pour un médecin, il y a un administratif. Je pense que là-dessus, il y a des choses à faire, donc former massivement dans les prochaines années. Attirer aussi des jeunes vers ce métier parce que il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce que maltraités, mal payés. Quand vous avez 250 heures sup et que elles ne sont pas payées, par exemple, je suis désolé, un compteur, ça ne permet pas de payer les factures en fin de mois. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'infirmières qui se tournent vers l'intérim uniquement pour des raisons économiques, parce qu'elles sont mieux payées, absolument. Au lieu d'intégrer des hôpitaux, parce qu'elles disent on est mal payé, mal considéré. Donc de la formation, et aussi on peut globaliser avec les médecins, parce qu'on n'a pas fermé des lits, parce qu'on voulait fermer des lits, on a fermé des lits parce qu'on n'avait pas assez de soignants pour les maintenir ouverts. Donc là-dessus, c'est la réalité. Et le troisième point, il faut arrêter de dire les gens. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme en France, dans notre pays, il y a des lois. On dit, on va faire une loi. Non, les lois, elles sont là, mais elles sont jamais correctement ou elles sont jamais appliquées. C'est un peu comme les condamnations, en fait. Donc, au bout d'un moment, on invente des choses qui ne servent à rien. Ouais. C'est comme inventer des règles ou un code. Si tout le monde s'en fiche et personne ne les respecte, elles ne servent à rien. Je crois qu'à un moment donné, il faut organiser une régulation des hôpitaux et surtout des urgences avec autorité, c'est-à-dire qu'il y a un filtre à l'entrée, c'est comme quand vous appelez le 15, il y a des opérateurs derrière qui vont réguler et réguler avec autorité. C'est pas normal que quelqu'un vienne aux urgences pour un rhume, pour un nez qui coule, pour une petite chose qui peut attendre le lendemain, voire, comme on a parfois vu,
pour des questions de vaccins. C'est pas normal que les urgences servent de refuge social. Parce que, alors je vous fais cadeau de tout ce qui se passe autour des zones où on a des difficultés, les gares et autres, et que c'est envahi, c'est bloqué par les urgences parce que en réalité, on sait pas où les emmener, ça aussi. Et je pense que en faisant ce tri, mais de manière, je dirais, assez efficace et obligatoire, c'est pas au bon vouloir de chacun, eh bien, on va réussir à dégager de la ressource pour soigner les vraies pathologies et ce qui est urgent et séparer de ce qui ne l'est pas. On a été dans le concret, j'espère, en tout cas, amis auditrices, auditeurs, aujourd'hui en ce qui concerne l'hôpital, en espérant qu'on trouve la solution. Mais on va quand même rappeler à juste titre que le problème de l'hôpital, c'est pas Emmanuel Macron qui en est responsable, c'est 40 ans de mauvaise politique générale de santé. Et d'ailleurs, juste pour finir, la crise du Covid... Il l'a pas amélioré non plus. Non, mais la crise du Covid l'a montré. Tous ces 50%, 60%, je n'ai pas estimé, de personnes qui polluent les urgences, pendant le Covid, elles n'allaient plus aux urgences. Bah oui, donc il n'y avait pas d'urgence en réalité. Donc c'est ça la leçon qu'il faut retenir du Covid. On va passer très vite à notre sujet, beaucoup plus sympathique finalement. L'un des héros de ce match hier, le sélectionneur marocain, Khalid Regragui, qui a déjà gagné la Ligue des Champions africaine, qui a joué aussi en France en Ligue 1, il a joué à Grenoble, il a joué aussi à Ajaccio, il a joué dans d'autres clubs notamment, mais aujourd'hui il est le sélectionneur heureux des Lions de la Tasse, ou plutôt hier à l'issue du match, et il a raison. Écoutez sa réaction, l'entraîneur sélectionneur marocain. C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Je crois que depuis 2010, personne n'avait atteint les quarts de finale. On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Vous avez vu aujourd'hui sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols, on a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille. Ils ont des situations, on en a aussi. Mais l'important, c'était de montrer un beau visage, de donner le maximum pour pas avoir de regrets. Et puis à la fin, c'est la séance des pénaltys, il faut un peu de chance. On va pas s'enflammer. Mais on savait qu'on avait un grand gardien, un des meilleurs au monde, qui pouvait nous ramener en quart de finale. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs, je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont donné beaucoup de joueurs jouent blessés sans qu'on donne les noms. Mais je peux vous dire qu'ils sont sur les rotules, mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Et ça, on va pas lâcher. Maintenant, il faut bien récupérer. On sait pas contre qui on va jouer, mais on est ambitieux, comme je l'ai dit, et on va encore tout donner. Et ça sera face au Portugal, monsieur Draghi, donc sélectionneur du Maroc, très satisfait, et il y avait de quoi à l'issue de ce match entre le Maroc et l'Espagne. Tiens, Youssef qui nous attend depuis tout à l'heure au 01 40 33 9000. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Satisfait de cette victoire marocaine, de cet exploit marocain? C'est bien, bon, je suis pas marocain, donc c'est bien pour eux. En plus, ce qui est bien pour eux, c'est que ça soit avec un sélectionneur marocain et pas un étranger. C'est vrai, tu as raison, bravo. On ne peut pas dire que c'est grâce à X pays qu'ils ont réussi. Par contre, juste avant, celui qui a dit qu'on peut avoir un rendez-vous dans le dentiste, j'habite dans les Yvelines, ça fait 2 mois que j'attends mon rendez-vous pour le dentiste. Mais oui, mais Pierre-Henri, il vit sur une autre planète parfois, c'est ça, malheureusement. Où il a des relations. Oui, il a des relations, c'est ça. Et les pédiatres, pareil. Les pédiatres, il n'y en a pas, c'est mon généraliste. On parle même pas des pédiatres, il n'y en a aucun. Bon, Youssef, sur le foot. Juste, par contre, c'est la couverture médiatique de la victoire. Il y a un truc que j'ai pas compris dans tous les médias, et vraiment tous les médias, c'est-à-dire même d'extrême droite. Je suis allé jusqu'à CNews, je suis même allé voir sur les trucs. Alors, je sais que dans ce pays, on a un problème avec l'Algérie, mais à ce niveau-là, je pensais pas. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en gros, hier soir, il y avait exactement, vous remplacez les drapeaux, moi je suis taxi, mes clients ont cru que c'était l'Algérie qui a gagné parce que ils ont vu exactement les mêmes scènes. Je leur ai dit non, c'est le Maroc. Ce matin, je me dis on va avoir les mêmes trucs, ils sont pas assimilés, ils ont pas voulu s'intégrer, le doublage à l'air, toutes les conneries qu'on entend en longueur de temps. J'ai rien entendu de tout ça. Alors je veux bien que les Algériens ont un cas particulier, mais j'aimerais bien savoir, parce que vous avez des chroniqueurs qui sont dans les coulisses, c'est quoi leur problème avec les Algériens dans ce pays? Parce qu'à un moment ou à un autre, ça se voit trop maintenant. Je l'avais remarqué au 8e de finale, mais là, je me suis dit, on va avoir quelqu'un, au moins CNews, qui va nous faire une réflexion. Même Valeurs Actuelles n'a même pas fait sur son site. Éric Ciotti est sorti de son silence. Il a condamné notamment toutes les... C'est manifestement que vous ne regardez pas les réseaux sociaux, parce que toute l'extrême droite... jusqu'à Zemmour. Oui, toute l'extrême droite s'est déchaînée à partir des incidents qui ont pu avoir lieu à Lille
et à Nice, il a fallu que ce soit la police elle-même qui, pour une fois, explique que c'était pas grave. À la limite, je trouve ça normal que ça fait pas de gros titres, parce que pour moi, je trouve que je trouve qu'on en fait trop pour l'Algérie. Que si un Algérien gagne et qu'il sort avec un drapeau, tout de suite, on va aller loin. C'est un peu plus complexe que ça. La mémoire commune entre la France et l'Algérie est un peu plus tourmentée. Voilà. Et pour des raisons historiques assez connues. Voilà. Et quand, à partir du match qui avait eu lieu au Stade de France, où un certain nombre de jeunes Algériens se sont mis à siffler la Marseillaise, évidemment, ça a posé quelques difficultés. C'est tout, j'explique les choses. Voilà. Et je trouve un peu dommage à partir de l'analyse. On fait la même chose en sifflant la Marseillaise. C'est pas joli, ça. Et je trouve un peu dommage à partir de l'analyse d'un match de foot qui a été un moment de joie. Moi, je rappelle que simplement j'étais pour le Maroc. Voilà. Et je trouve très bien que le Maroc, 5e puissance africaine, soit le 4e qualifié en Coupe du Monde en quart de finale. Voilà, je trouve ça très très bien et je pense que... Alors pour le coup, tout à l'heure, on disait qu'il fallait laisser la politique de côté. Laissons donc la politique de côté. Non, on la laisse pas. Ouais, c'est quand ça vous arrange. On critique le Qatar, il ne faut surtout pas parler de politique. Par contre, vous avez absolument le droit de revenir polémiquer. Le peuple Algérie, a le droit de s'exprimer, mon ami. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Merci mon Youssef, salut, on prend acte de ta réflexion. 01 40 33 9000 les amis, pour revenir sur la prestation des Marocains, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vraiment ça vous a fait plaisir, vous vous trouvez dans quel état d'esprit, est-ce que le Maroc peut le faire face aux Portugais, mon cher Nasser, oui ou non? Moi j'y crois à 100%. Déjà je voudrais féliciter le sélectionneur marocain qui est un exemple. Il a un discours qui tient la route, il a un discours qui est poignant, un discours où il arrive à mobiliser ses troupes pour aller faire un match sur le terrain. Donc voilà, effectivement, il parle avec le cœur. Moi, ce que j'aime chez Walid Regragui, c'est que c'est un sélectionneur qui généralise. Quand il dit « on va jouer pour l'Afrique », parce qu'il a envie de faire évoluer le football africain, ça fait plaisir. Franchement, c'est des discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Oui. C'est la génération de Belmadi, d'ailleurs. C'est des amis. Quand vous parlez avec Regragui, il va vous dire que voilà, Belmadi l'a fait juste avant avec l'Algérie. Et ça, c'est des gens qui vont ramener du potentiel dans nos pays. Ouais. Et surtout le fait que les pays choisissent aussi des sélectionneurs locaux, c'est une très bonne chose. Mais vous avez vu la relation qu'ils ont entre joueurs et sélectionneurs. Moi, hier, j'ai halluciné. Quand je vois les joueurs aujourd'hui qui étaient autour du sélectionneur, entre le soulever et dire « Allez les gars, il ne faut pas lâcher, et on ira jusqu'au bout, quitte à mourir sur le terrain pour essayer de gagner », parce qu'ils ont un potentiel, et je pense que c'est le mental qui va jouer pour le prochain match face au Portugal, même si elle a donné une très bonne impression hier soir. Mais je considère que le Maroc va gagner ce prochain match. Et je le souhaite. On peut dire attention, on a fait la même chose pour l'Espagne. Toi, tu veux manger de la morue, toi, Pierre. Je pense réellement que le Maroc va La question n'est pas là. C'est qu'il y a une logique à chaque match. Oui, et que celui-là, parce que... Mais on disait la même chose avec l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Et l'Argentine s'en est pris plein la gueule. L'Espagne a perdu parce qu'elle n'a pas su proposer un autre plan de jeu. Et l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. L'Espagne a perdu parce que le Maroc a bien joué, c'est tout. Non, parce qu'ils ont mis le bus. Et qu'ils ont eu un peu de chance aussi. Mais pourquoi ils ont eu de la chance? Non, elle tire sur le poteau à la dernière minute. Non, mais vous rigolez ou quoi? Moi, je suis très content que le Maroc ait gagné, mais enfin, ne vous aveuglez pas, les amis. Ça reste une partie de football et avec une part de chance. Il en faut pour gagner. Quand l'Espagne gagne, c'est pas de la chance. Quand le Maroc gagne, c'est de la chance. On va appeler l'ambassade pour que tu aies une place. Ça y ressemble. Pour le prochain match. D'abord, moi, j'aime beaucoup le Maroc. Je sais que t'aimes beaucoup le Maroc. Moi, je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit. D'abord, il ne faut pas rentrer dans la polémique de la division.
On est tous derrière le Maroc, c'est un pays du Maghreb et on est très heureux. Très bien, et les peuples n'auront pas à suivre les bêtises des gouvernements. Et puis je vais être cohérent avec mon discours. Je ne peux pas dire d'un côté laisser le sport en dehors de la géopolitique et de l'autre côté le ramener. Et moi je suis très heureux. C'était pas de la politique ce que faisait Youssef. On fait des pronostics au boulot. Et moi hier j'ai parié sur la victoire du Maroc, donc je suis très très content. T'as gagné combien? Et je peux pas le dire, non, c'est un jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que bravo, j'espère on parie de l'argent au boulot de Karim. Non, c'est un jeu de pronostic. Il y a des lots à la fin. Je suis pas bien classé, mais les addictions. La victoire du Maroc, je l'ai vu. Je suis un bon pronostiqueur. Et on est très content. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que les pays africains, il y en a vraiment pas assez en Coupe du Monde. Et là, il y a une chose à revoir avec la FIFA, mais il y en aura plus vraiment, en 2026. Non, vraiment pas. Ils payent peut-être pas assez. Hein. Mais n'ont vraiment pas été ridicules, bien au contraire. Et la particularité, c'est que tous les pays africains ont un entraîneur local. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement des très grands joueurs qui ont fait des très grandes carrières. Et dites-moi, qui est-ce qui a qualifié le Maroc en Coupe du Monde? Rappelez-moi. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait fuir un tout petit peu? Moi, j'aime bien ces discours nationalistes. Non, oui, mais Pierre-Henri, il y a la qualification et ensuite il y a le tournoi. Là, on parle. Non, mais Pierre-Henri, on ne parle pas de la qualification, on parle du tournoi. Et le tournoi, c'est un sélectionneur. Bon, on accueille Siem qui est avec nous au téléphone. Bonjour Siem. Siem. Allô? C'est Myriam. Ah pardon, bonjour Myriam. Vous nous appelez d'où ma Myriam? C'est pas grave. Moi je suis très très contente, je suis algérienne. Ouais. Enfin, je suis française d'origine algérienne. Ouais. Et je suis vraiment très contente pour nos compatriotes marocains. Et je souhaite qu'ils aillent le plus loin possible parce que ça fait vraiment plaisir. Et j'étais vraiment heureuse pour tous les Marocains du monde entier, qu'ils soient français, qu'ils soient marocains, qu'ils soient américains-marocains, on s'en fout. Le principal, c'est qu'ils nous ont fait vraiment vibrer. Oui. J'ai une question à vous poser, parce que ce scénario peut être très probable. En demi-finale, France-Maroc, vous allez soutenir qui? Ah, ça c'est comme l'Algérie et la France, ça c'est entre ma mère et mon père, c'est un petit peu chaud. C'est ce qui risque d'arriver. Ça dépend si Benzema joue ou pas. Mais non, vous pourriez me répondre, dans tous les cas, je serais heureuse, c'est tout. Mais il est bien ce Christophe, il fait les demandes, les réponses extraordinaires. Aussi bien française que algérienne ou marocaine ou tunisienne, mais aussi bien, voilà, c'est ma mère contre mon père, c'est non, mais naturellement, on a tendance à soutenir l'outsider, la surprise. C'est un phénomène naturel. En tout cas, ce qui est bien dans ce genre de match, c'est qu'en cas de victoire, on est tous contents. Ouais, quel que soit le gagnant, entre guillemets. Effectivement, et honnêtement. Alors, je voulais revenir simplement sur Pierre-Henri, ce qu'il dit au niveau du heureusement que je suis là. Ça vous arrange quand ça vous arrange. Je suis désolé. Il me semble que l'Ukraine et la Biélorussie sont en dehors de toutes les manifestations sportives depuis le début de l'Ukraine. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Et alors? Et donc, le sport n'a rien à voir avec la politique. Et pourtant, ils ont quand même été exclus de toutes les manifestations. Ah bah oui, ça, là vient de te lancer gentiment un bon tacle, Pierre, là, pour le coup. Hein. Non, je vois pas. T'as bien taclé, là. Je vois pas. Comment ça, tu vois pas? On a viré la Russie. On a viré la Russie mondiale, c'est normal. Mais moi, je ne suis pas. Et je rappelle quand même, il faut suivre. Je ne suis pas sur la position de Karim. Moi, je considère que les sportifs ont une responsabilité sociale et qu'ils ne peuvent pas se taire devant un certain nombre de phénomènes. C'est pas leur travail, c'est pas leur boulot. Mais bien sûr, ça fait partie de leur boulot. Ouais. Ça fait partie de leur boulot. Ce sont des symboles qui gagnent un pognon complètement délirant. D'ailleurs, ici, parfois, on s'en étonne. Je dis bien parfois, quand on n'est pas. C'est un autre débat. Mais non, c'est le même. C'est le même. La responsabilité sociale des sportifs est tout à fait. On a condamné des sportifs parce qu'ils avaient pris des positions, justement. Il faut se faire fermer. Excusez-moi, on accepte encore des pays qui sont encore colonisateurs ou qui font encore de l'apartheid et avoir une vitrine au niveau international, mais ça gênera personne. Et là, c'est pas politique non plus. Ça dépend c'est qui, voilà, ça dépend qui c'est. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Bon, en tout cas, bravo le Maroc, continuez. Bravo le Maroc. Merci beaucoup, Myriam. 01 40 33 9000. Le Maroc rentre dans la légende et pourrait davantage y rentrer parce que si elle bat le Portugal samedi à 16h, rappelons-le, alors elle deviendra le seul pays africain à accéder à des demi-finales de Coupe du Monde. Et alors là, j'ai envie de dire, quand on arrive en demi-finale, tout est possible. Voilà. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir, Ali de Paris. Salut, moi, Ali.
Alors, je veux féliciter l'équipe de Maroc, les joueurs et le peuple marocain de cette réussite-là. On était très contents, vraiment, tout le Maghreb. Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai vu à peu près autour de moi, tout le monde était content. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de différence, il n'y a rien. Par contre, j'aimerais quand même parler d'un point particulier. J'avais remarqué que les stadiers interdisent qu'on brandisse le drapeau de Palestine dans les tribunes et qu'ils mettent à l'extérieur toute personne qui a un drapeau palestinien. Pas simplement. Ça, j'ai pas compris. Je suis pas convaincu. Au Qatar je suis pas convaincu. À la Coupe du Monde À la Coupe du Monde À la Coupe du Monde, oui. Il y a des images à l'intérieur des stades, oui. Que les stadiers s'entraînent, ils virent. Je pense pas, on en a déjà vu des drapeaux. Il y a même les joueurs qui ont brandi de la même manière qu'ils ont fait. On a vu hier, ils avaient le drapeau du Palestine à côté du drapeau marocain et en tribune. Contrairement à la Coupe à la Coupe des Nations Arabes qu'on a vue il y a pas longtemps, il y avait le drapeau, les Algériens brandissaient le drapeau palestinien un peu à toutes les occasions. Mais là, il y a vraiment interdiction. Bon, on va regarder ça, on va lire. Les images filmées qu'on a mis des gens dehors parce qu'ils avaient le drapeau palestinien. Bon, alors on va regarder ça, ça m'étonne un peu, mais bon. Oui, de la même manière que le Qatar. On se tait. Non, on se tait pas, Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette sens ? Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec Monsieur Pierre Roy, avec Monsieur Nasser Lajili, Monsieur Karim Alouache qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. On revient évidemment sur la victoire de l'équipe marocaine, la qualification en quart de finale historique. 4e pays africain a donc accédé à ce stade de la compétition. Franchement, c'est vrai que les pronostiqueurs n'avaient vraiment pas vu le Maroc capable de battre cette Espagne, pour le coup, parce que l'Espagne a quand même fait sensation. C'est une grande équipe, peut-être un peu vieillissante, quoi qu'il en soit. Franchement, le Maroc a fait une belle performance hier. Je ne sais pas s'il faut parler de chance. Est-ce qu'il faut parler d'une mauvaise Espagne ? Je ne pense pas, parce qu'elle a eu des occasions, elle n'a pas su les mettre au bout. Et quelles occasions ? Quelles occasions ? Tu rigoles ou quoi ? Les Espagnols ont eu en deuxième mi-temps, ils ont eu que des occasions, ils auraient pu tuer le match. Voilà ce que je voulais t'entendre dire, que finalement le Maroc a eu quand même un peu de chance. Non, parce qu'ils ont bien géré. Ils ont une défense en béton. Une défense en béton. Non mais on gagne pas un match qu'avec de la chance. Ils ont empêché les Espagnols de jouer. Et surtout, c'est ceux qui avaient le plus envie de gagner, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et j'espère qu'au prochain tour, ça sera la même chose avec le Portugal. Quoi. Bon, Pierre, ils peuvent le faire ou pas face au Portugal ? Vraiment, sois sérieux. Ça mais sur un match, tout est possible. Mais la vérité d'un match n'est pas celle à venir. A priori, sur le papier, le Portugal est plus fort que, et notamment à partir de ce que l'on a vu hier, est plus fort que le Maroc. Maintenant, c'est pour ça qu'on aime le football. Et depuis le début de la Coupe du Monde, vous avez vu les surprises qu'il y a eu. L'Argentine qui s'est fait battre par une petite équipe, l'Allemagne qui s'est fait sortir, etc. Donc tout est possible, mais peut-être qu'à la fin, quand même, ça sera le Brésil et la France. Écoute, moi, sur le papier, l'Espagne est plus fort que le Portugal, donc... si on raisonne comme ça, on peut se dire... oui, avec un entraîneur qui n'a pas su changer de modèle de jeu et qui est parti au Qatar sans neuf. Ça, c'est pour ceux qui suivent le football. Hein. Mais mais on l'a vu au début de la Coupe. Luis Enrique, oui, mais on l'a vu au début de la Coupe. L'Espagne a impressionné lors de son premier match. Franchement, c'est vrai, c'était presque une leçon de football. Contre qui ? Rappelle-moi. Costa Rica. Contre le Costa Rica. Ouais, mais le Costa Rica n'a pas non plus été ridicule ensuite dans ses autres matchs. Ouais. Moi, ce que je crois aujourd'hui, arriver à ce niveau-là, d'abord, pour l'équipe de France, il faudra battre l'Angleterre. Oui. Et je pense que maintenant, dans sa position, le Maroc n'a pas à avoir de complexe et que sur un match, on peut battre n'importe quelle équipe. Il n'y a pas une équipe là, honnêtement, face à laquelle je me dis c'est totalement impossible. Mais il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe, exactement. Et là, si aujourd'hui ils arrivent en quart de finale, c'est parce qu'ils ont mérité ce quart de finale. Il n'y a pas de petite équipe, mais rappelez-moi les équipes. Il n'y a pas de petite équipe. Est-ce qu'il faut les équipes qui sont en quart de finale? Combien y en a-t-il du continent africain? Non, mais juste. Tu veux dire quoi, Pierre? Quand on se qualifie, les équipes européennes sont quand même un peu plus fortes au football que les équipes
Oui, africaines, même si je les aime bien. Le football africain a énormément évolué. Attends, bouge pas la Serge, je vais le tacler. Quelle est l'équipe qui s'est qualifiée avec 7 points? La seule. Le Maroc. Le Maroc. Ok, Pierre. Le premier du groupe était le plus faible. Non, mais la Croatie, la Belgique, le Canada, mais il est malade. Pierre, le Canada, c'est une. Ah bon, parce que je savais pas que le Canada était une grande nation. Attends, la Croatie, la Belgique deuxième mondiale. Non mais avec des stars vieillissantes. Oui, bah oui. Ce qui me fait rigoler quand même, c'est qu'il oublie. Un parcours pour l'instant assez facile. On oublie comment on s'est qualifié en 2018. C'est à l'arrache. Faut pas dire non plus. Non, mais c'est surtout qu'il faut regarder le contexte. On a un sélectionneur marocain qui a été désigné 3 mois avant la Coupe du Monde. Exactement. Bah oui, parce qu'ils ont remplacé Walid. Oui, mais excuse-moi. Mais il fait son travail. Il fait son travail. Il a réussi à réunir tous ses joueurs autour de lui. Et aujourd'hui, il lui rendent bien le gâteau sur le terrain. Soyez reconnaissant envers Walid qui a qualifié le Maroc. La colonisation, ça suffit. Ça suffit. La qualification, c'est un tournoi. La Coupe du Monde, c'est un autre tournoi. Allez, on a Houssen qui est avec nous au standard 01 40 33 9. Tu vas faire appeler tous les Marocains de France, et même du Maroc, et même du Canada et de Belgique. Houssen, bonjour Houssen. Oh les gars, salut, et laissez Pierre-Henri tranquille. Bah oui, bien sûr. Il l'appelle, franchement, il en a pris pour sa dose. Pierre. Oui, Houssen. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, mais pas par rapport au football. Oui. Et si Christophe le permet, si c'était pour revenir sur l'histoire de l'hôpital. Oui. Au fait, il faudrait sortir de la France pour savoir que au niveau de médecine, la France est le top des tops. Non, ben bien sûr. Vous prenez les Britanniques, les retraités britanniques, quand ils viennent s'installer en France, quand ils ont la carte de la Sécu, c'est comme si tu avais... Merci, Houssen. C'est comme si tu avais gagné au jackpot. Non mais attends, il faut pas confondre le système, c'est le système qui est en place et la réalité du terrain. Ce sont des professionnels de la critique. T'as pas été à l'hôpital et tant mieux pour toi. Non, je nie pas les problèmes. Je nie pas les problèmes, mais quoi qu'il en soit, tu les vois pas, tu les vis pas. Reste de loin, très loin. Un pays où on se soigne très bien. Ah oui, va dire ça à des gens qui n'ont pas de docteur. Et ils sont des millions à ne pas avoir de médecins traitants. Sans papier, et tu te soignes gratuitement. Mais on parle, ça c'est le système, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle pas du système. Là, on parle des conditions. Non, c'est les conditions. Je suis désolé, les conditions dans les hôpitaux aujourd'hui sont catastrophiques. On peut pas me dire que c'est le meilleur. On peut pas avoir ce c'est une catastrophe par rapport à ce qu'on a connu. Il y a 20 ans en arrière, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Soyons sérieux. Sinon, allez faire un tour dans les pays. Mais oui, qui sortent un peu. Voilà. Faites des comparaisons avec les pays qui sont comparables. Ne faites pas de comparaison avec des pays qui essayent d'évoluer dans la médecine. Là, vous avez fait tout à l'heure, Pierre-Henri, il a fait la comparaison avec le Maroc. Soyons sérieux. Des conneries, Houssen, pardon. Voilà. Et vous voyez, Houssen, comment vous êtes accueillis quand même. Dès qu'on exprime une idée contraire à la victimisation, ça suffit. Non mais d'abord les. Merci Houssen. Merci Houssen, salut. 01 40 33 9. Je rappelle qu'on parle du Maroc et du football là. Parce que les retraités britanniques avec le Brexit, il y en a beaucoup moins. Je vous rappelle quand même qu'ils touchaient leur pension de retraite et payaient leurs impôts en France. Bon, alors Pierre voulait qu'on lui rappelle le tableau des quarts de finale. Donc Pays-Bas-Argentine, Brésil-Croatie. Ça c'est vendredi. On peut donner nos pronostics bien sûr. Alors tiens, Croatie-Brésil. Non, Pays-Bas-Argentine d'abord. Ah bah non, Croatie-Brésil c'est à 16h. Brésil. Tout le monde est d'accord. Brésil 2-0. Brésil. Minimum 2-0. Pays-Bas-Argentine. Alors là j'ai du mal. Pays-Bas. Argentine. Moi, je dirais l'Argentine m'a pas mais j'hésite. J'avoue que j'hésite. Du tout impression. Bonne impression. J'hésite, je ne sais pas. Bon, Maroc. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis Brésil. Non, Pays-Bas, Brésil. Ah, mais attention, je dis Brésil, mais le Brésil ne mettra pas 4-1. Non, certainement pas. 2-0, moi j'ai dit 2-0. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Pays-Bas-Argentine, j'avoue que je suis assez partagé. J'ai l'impression que ça va aller au tir au but. Argentine va gagner. Peut-être. Moi j'ai mis 2-1 pour l'Argentine, mais est-ce que j'ai bon? Maroc-Portugal. Alors 2-1 pour le Maroc. 3-1 pour Portugal. 2-1 pour le Maroc. 1-0 pour le Maroc. Ouais, je pense que le Maroc peut le faire.
Parce qu'on est dans le. C'est sûr. Voilà. Je ne demande qu'à être démenti. 3-1 pour le Portugal. J'espère que tu seras démenti. Alors, Pierre, je t'aurais suivi avant le match d'hier. Oui. Mais depuis que j'ai vu le Maroc hier, franchement, je peux parier sur une surprise marocaine. Parce que ça en serait encore une surprise. Pierre-Henri, tu l'as dit, le Maroc a beaucoup de chance. Donc la chance ne t'abandonne pas. 1-0 pour le Maroc. Oui, enfin, il y a plein de blessés. France, Angleterre. France, Angleterre. 2-1 pour la France. Ah ouais. Pierre. Ouais, moi, je donne 2-1 pour la France. Prolongation. Ah non, pas de prolongation. Prolongation et la France perd. Ouais. Salaud. Moi, je partage le même avis que Pierre-Henri est en train de nous annoncer une défaite de l'équipe de France. Non, mais il a peut-être pas tort. Tu vas porter malheur, toi. Il a peut-être pas tort. Pourquoi tu l'as invité? Pourquoi il vient, lui, d'abord? Non, mais Pierre, sois sérieux, merde. Là, il vient de plomber l'ambiance. Non, mais vous rigolez, mais moi, je vous dis la vérité. Je pense que l'Angleterre va le remporter. Non, 2-1. Et au tir au pénalty. Ce même Pierre qui m'a dit, je vois la France et le Brésil en finale. Mais bon, je sais, je dis rien. Ça, c'est sa cohérence. Ouais, c'est la cohérence, Pierre-Henri. Moi, je vois une victoire de l'équipe de France très compliquée. 2-1, un but d'écart. 1-0. Avec la défense qu'ils ont là, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Avec une défense. Je pense qu'on va Après, je souhaite la victoire de la France, bien sûr. Bon, allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, c'est Jamel. Salut, mon Jamel. Ça va, mon Jamel? Ouais, ça va très bien, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que les auditeurs vont bien, et auditrices aussi. Ouais. Enfin, que tout le monde, toute l'Afrique va bien, Inch'Allah. Ouais. Bon, moi j'appelle pour passer un petit message de la part de Majid Tebboune, c'est le président algérien. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Je lui ai posé la question sur la nouvelle génération, tu sais, les jeunes, quoi. Ouais. Et tout. Il m'a dit qu'il les aime tous. Je suis sérieux. Je lui ai dit non, mais attends, t'es sérieux quand tu dis ça? Il m'a dit franchement, je les aime tous. Voilà, donc je voulais passer le message. Ok, merci. Dis-lui que s'il a un message, il peut appeler la radio et on l'accueille quand il veut, Abdelmajid Tebboune, pas de problème. Sans blaguer, mais des fois, il vous écoute. Ah ouais? Bah ouais, parce que j'ai dit que j'interviens de temps en temps. D'accord. Monsieur le Président, on vous salue. Merci beaucoup, mon Jamel. Abdelmajid Tebboune, qu'on aura peut-être l'occasion d'aller rencontrer. Non, pas. Enfin, je me tais, je dis rien. 01 40 33 9000, les amis, pour parler, revenir sur le Maroc, évidemment, sur cette belle performance. Et c'est ça. Et Pierre disait un truc juste tout à l'heure, je crois que c'est lui. C'est la magie du foot, c'est ça qui permet aussi des surprises, qui permet des choses un peu inattendues, parce que franchement, voilà. Mais après, franchement, le Maroc a été dans la continuité. La seule équipe à se qualifier avec 7 points. Et c'était pas un groupe facile, contrairement à ce que dit Pierre. La France a eu un groupe facile. Le Maroc, non. C'était la Croatie, c'était la Belgique, c'était le Canada. Et le problème, c'est que le Maroc s'est complètement tué sur ses huitièmes. Mais non, comme l'a dit l'entraîneur, ils sont prêts à mourir pour le Maroc. Mais oui, c'est ça la différence. Ils ont 3 ou 4 blessés. Et t'inquiète pas. Et ça va être très compliqué. Et un type comme Boufal, qui j'aime bien, mais qui joue dans le 20e, l'équipe qui est 20e en Ligue 1, il a fait le match de sa vie, il va pas le reproduire. Enfin, arrêtez un négatif. petit peu. Ceci dit, t'as prédit la défaite de l'équipe de France. Donc, mais il a prédit une finale France-Brésil. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Ce mec, il est terrible. Pierre-Henri, il est tard. C'est l'heure d'aller dormir. Ouais. Alors moi, je suis content parce que et j'aimerais bien que le Maroc gagne parce que mardi prochain, je suis au Maroc. Donc, c'est-à-dire que la demi-finale, je vais la voir là-bas. Ça va être un truc extraordinaire. C'est quoi? C'est mardi, la demi-finale? Je crois que c'est mercredi, non? Mardi ou mercredi? Mais on n'est pas en demi-finale. Non. S'ils gagnent les quarts, ils vont en demi. Oui. Inch'Allah, ils seront en quart. Non, en demi. Inch'Allah, ils sont en quart déjà. Là, dans tout le Maghreb, il y a du Harry Potter qui se met en route pour qu'ils aillent en demi-finale. Ouais, non, mais c'est l'effervescence quand même. C'est assez incroyable ce qui se passe. Bien sûr. On a vu ces scènes de joie hier, évidemment. Et c'est pas qu'en Afrique qu'il y a eu ces scènes de joie. Faut regarder. Partout. Non, mais parce que Paris, c'est pas l'Afrique. Pierre-Henri, ça y est, la suffit. De toute façon, t'as prédit la défaite de la France. Ça va. Je souhaite tout le monde la victoire de mon pays. On va accueillir un nouvel auditeur avant la battle, parce qu'on va parler du sujet immigration avec la déclaration de Madame Borne hier. Bonsoir, qui est là? Asdine. Voilà, bonjour à tes chroniqueurs. Bonjour Asdine. Henri, on l'aime Henri quand il est là. Ah ouais. Il nous fait rêver. Ah carrément, il te fait rêver toi. Dis donc, tu nous appelles d'où, Asdine?
De Rennes. De Rennes, en Bretagne. C'est vrai que quand t'écoutes Pierre-Henri à Rennes, en même temps, il y a de quoi rêver. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe pour Asdine? Inch'Allah, une grosse victoire du Maroc. Elles ont fait le plus dur, normalement. Ça va le faire, là, le Portugal. On va envoyer Cristiano Ronaldo à la retraite. Il l'est déjà. Il l'est déjà, Ronaldo, là. Non, mais en plus, le Portugal a gagné haut la main, donc ils sont dans l'euphorie. Ouais. Ils vont prendre de haut mais pour moi, le Maroc, Portugal, mais ça reste l'équipe la plus complète. C'est-à-dire que en défense, c'est bon. Franchement, au milieu, ils ont c'est été bon. extraordinaires. En attaque, c'est bon. Tu vois, je veux dire, c'est la. Et en plus, les supporters, Christophe. Ça fait beaucoup. Ouais, écoute. Ah oui. Carré. Merci beaucoup, en tout cas. Grosse dédicace au RIF. Ça marche. Merci, Asdine. On s'est fait bouffer par la pub, les gars. Bravo, merci beaucoup la pub. Super cool. On était avec Kamel en plus, c'était intéressant. Mais Kamel est resté parmi nous, et heureusement d'ailleurs. Kamel qui a été au Qatar et qui revient et qui nous raconte vraiment ce qu'il a vécu en direct sur place. Et tu nous parles donc d'un 100% de réussite au niveau du Qatar et de l'organisation, Kamel. C'est bien ce que tu nous as dit. Ouais, même plus, franchement, sans abuser. Il n'y a pas de mais vraiment à 100%, je peux vous dire, surtout l'aimabilité de l'organisateur, des organisateurs, les Qatariens et nos Qatariens, les Hindous, vous avez les Indiens, vous avez les Bangladais, vous avez de tout, vous avez les Marocains là-bas, il y a les Algériens, il y a les Tunisiens, les Libanais, les Syriens, tout le monde travaille là-bas. Ça a donné beaucoup de travail à tout le monde déjà. Déjà ça c'est top. Et deuxième des choses, au niveau de sécurité, franchement, c'est à peine à un point, tu laisses ton portable. Moi en fait, j'ai ma cousine qui était là-bas, en fait, elle est mariée là-bas. Elle a laissé son portable juste dans un café. Elle est partie. Ben, imaginez-vous, juste le fait qu'elle a marché juste 5 minutes. Il y a un agent qui est venu, un civil. Il lui dit, madame, vous avez oublié, en anglais, hein, il lui dit, vous avez oublié votre téléphone. Est-ce que c'est à vous là-bas? Il lui dit oui. Comment ils ont fait? Ils l'ont vu juste par caméra. Pour vous dire à quel point c'est surveillé. Il n'y a pas d'incident, il n'y a rien. Elle est partie, elle a récupéré son téléphone. Ils l'ont vu sur caméra, imaginez à quel point ils ont vu qu'elle a oublié le portable sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un exemple. Hein, sur un exemple. Après le reste, l'aimabilité dans les restos, tout ça, franchement, j'ai rien à dire, hein, la vérité. Hein. Tu vas y retourner ou pas, Kamel? Oh là, je peux pas. Pour la finale. J'ai claqué beaucoup d'argent. Ah, ils t'en ont pas donné, ils t'ont pas remboursé, c'est bizarre. Mais franchement, de bon cœur, la vérité, ça aurait été pas par rapport à une urgence professionnelle. Je vous le jure, je préfère vendre ma voiture et rester là-bas. Je dis la vérité. Ah ouais. C'est l'amour du pays qui part, tu vois. Comment on dit pour le pays, tu peux donner ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le sait. Si le Maroc va en finale, t'iras. Franchement, t'as dit vrai. Ah ouais, bah oui, je sais. Je suis pas le seul. Hein. Ah, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui rassure-toi pour tes finances, le Maroc n'ira pas en finale, donc tu vas conserver des finances à peu près saines. Je vais te dire un truc. Pour l'amour du pays, je t'ai dit, je donne ma vie. Je m'en fous de l'argent, ça part et ça revient. Mais la Coupe du Monde et ce moment-là qu'on vit maintenant, on ne sait pas si ça reviendra un jour. Ouais. Non, mais je pense que si le Maroc va en finale, le Royaume du Maroc va organiser des avions, des vols de supporters c'est clair. offerts par le Maroc. Hein. Est-ce que, en fait, il faut savoir, il n'y a plus de place dans les hôtels. Il y a des tentes là-bas, des tentes à 200 balles. Tu dors dans une tente, il n'y a plus rien. Il y a pas. Ah oui, combien c'est 200 balles la tente? Ouais, c'est des tentes, mais attention, c'est des tentes aménagées, clim, c'est du luxe, c'est du temps de 5 étoiles. Henri, c'est pas les Quechua que tu connais, hein. C'est pas les tentes à Paris, attention. C'est du grand luxe. Vous avez entendu, auditeurs et auditrices, 200 balles la tente, formidable. Au Qatar. Attends, pension complète, c'est ça? Pardon? Pension complète? Pension complète, t'as le petit déjeuner, t'as le déjeuner et t'as le dîner. Fallait voir les tarifs le café, il est à volonté, tu demandes quand tu veux, le café. Voilà, fallait voir les tarifs. Merci mon Kamel pour ton retour en tout cas. Oui. S'il te plaît, une chose, parce qu'il y a un chroniqueur à qui je dois un grand respect, il a dit le Qatar c'est les millions, tout ça. Mais je te dis mon ami, est-ce que toi tu peux le faire? Non, moi j'ai pas de puits de pétrole. Parce qu'il y en a plein qui disent les millions, les milliards, tout ça. Oui. Mais n'oubliez pas 80% de l'infrastructure, elle l'avait pas. Ils sont y compris dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et chapeau aux Qatariens ils ont donné une bonne image aux Arabes, aux pays musulmans. Après le reste, vous savez, chacun a son point de vue là-dessus. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des gens humains. La vérité. Écoute, je vais te dire un truc.
comme dirait Coco, ils les ont éclatés. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, mon Kamel, en tout cas, pour ton retour. Allez, bonne soirée. Merci à toi. Bonsoir. Ciao, merci beaucoup, merci Kamel. Bah là, c'est du vécu. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette émission. J'adore écouter le peuple s'exprimer. Parce que le peuple a toujours raison. Voilà. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Bah oui, non, mais c'est un truc de fou. On devait faire la battle, mais on s'en fout. Allez, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut, ton prénom, ta ville d'appel. C'est Bachir de Pontoise. Salut Bachir de Pontoise. On t'écoute, mon Bachir. Alors écoutez, là, on va peut-être remettre les pendules à l'heure et garder les pieds sur terre. Vas-y, calme-toi, Bachir. Bachir. Le Maroc, ce qu'il a fait, c'est bien, super. Ouais. Franchement, je suis vraiment content pour eux. Mais, le problème, c'est que devant, il y a le Portugal et c'est des féroces. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la demi-finale. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Portugais? Ah bah ils vont faire rentrer Ronaldo et les 4 meilleurs attaquants. Et je crois que le Maroc, il aura du souci à se faire. Malgré que je veux qu'ils aillent en demi-finale. Mais là, l'objectif est beaucoup trop gros. Et là, je pense que le Maroc, il pourra dire adieu, quoi. Merci Bachir, t'as cassé l'ambiance, mais bon, pourquoi pas, Bachir. Mais Bachir, il est réaliste. Il est réaliste. Il est pas comme vous, il s'emballe pas comme ça pour rien. Malgré que ce qu'ils ont fait, la performance qu'ils ont faite, c'est magnifique, quoi. Merci Bachir, merci à toi. Je remarque que tous les Algériens d'origine qui sont autour de la table sont devenus pro-marocains. Mais alors, on va lui répondre. Ni marocain, ni algérien. On va lui répondre. Ne t'en déplaise, on n'en a rien à faire. Alors là, si tu crois que ça va nous toucher une seconde, on a un club du Maghreb qui est en quart de finale, peut-être en demi, peut-être en finale. Exactement. C'est historique. Exactement. Nous, on est derrière le sport. C'est une fierté. On est toujours, tu sais, moi je suis toujours derrière les petits qui vont loin. Tu sais, le petit pousset de la Coupe de France, le club de 3e division régionale de banlieue, eh ben il est là. Bravo. Et rien que pour ça, ils vont battre le j'espère Portugal. que derrière, vous allez militer très fortement pour l'union du Maghreb arabe. Mais on milite. Quand on gagne la Coupe du Monde, on peut tout faire après. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, salut Christophe, c'est Karim. Salut mon Karim. Tu nous appelles d'où, mon Karim? De Tremblay. Bon, Tremblay, bah bouge pas à Tremblay, on a un peu de patience, donc on est de retour juste après la pub. À tout de suite pour Karim. Le LGF sur France Maghreb 2, bon, on a un peu bousculé l'émission, mais je m'y attendais un petit peu en même temps, les amis. Hein, je vous le cache pas. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a le Maroc en quart de finale, quand même. Hein, c'est quand même une belle surprise. N'est-ce pas, mon Karim de Tremblay en France? Oui, salut tout le monde. Bonsoir à tous. Salut, mon Karim. Alors, on t'écoute. Oui, bah écoutez, comme tout le monde, hein, content pour le Maroc, content pour les joueurs et tout. Voilà, le match était pas terrible, on va dire. Bon, footballistiquement parlant. Le Maroc est une grosse défense et je pense que pour le prochain tour, si jamais, moi c'est un pronostic que je fais, si jamais le Portugal marque contre le Maroc, le Portugal l'emportera à la Coupe du Monde. Parce que vu la défense qu'ils ont, je crois que c'est la meilleure défense du mondial. On n'a pas pris un but pour l'instant. Hein. Le Maroc n'a pas pris un but. Ce que j'ai vu, c'est incroyable. Hein. Ce qu'ils défendent tous ensemble, c'est pas un mur, c'est 2 murs. C'est incroyable. Donc moi je pense que si le Portugal réussit à franchir le mur marquer au moins un but, ils vont aller au bout. Personne pourra les arrêter parce que c'est impressionnant comment ils défendent bien les Marocains. Et si le Maroc résiste comme contre l'Espagne, on sait jamais. Je pense qu'ils peuvent aller au bout aussi. Hein. C'est avec le courage, avec la volonté. Je pense que c'est possible. Et sinon, j'ai juste une petite remarque. Je vais pas faire des heureux chez les Marocains, mais bon, tant pis. Hein. On est francs. J'ai pas remarqué qu'il y avait des écharpes palestiniennes ou des drapeaux palestiniens chez les joueurs. Non. Chez les joueurs, pardon. Chez les joueurs, je sais pas. Hier, voilà, hier, parce que le public, il y a rien à dire. On non, les voit. non. Là, je vais rectifier parce qu'il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux qui a été prise hier soir avec l'ensemble des joueurs de l'équipe et un gros drapeau palestinien en plein milieu. Donc là-dessus, je pense que c'est important parce qu'il faut faire peut-être la distinction entre le peuple et les politiques. Non, je suis d'accord. Le peuple marocain n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. C'est le peuple qui est le meilleur mobilisé sur la Palestine. Mais moi, je fais la distinction. Moi, c'est frère. Hein. Non, exactement. Totalement. On est tous frères. Il n'y a pas de souci. Absolument. Maintenant, moi, c'était ma remarque. Je me suis trompé, dont acte. Je
je pense qu'il y avait peut-être des au niveau du pouvoir marocain pour pas que les joueurs affichent trop leur sympathie. Ouais, mais là ils ont été clairs. Peut-être qu'ils ont essayé, mais en tout cas, ils ont pas réussi parce que de toute façon. Mais moi, il y a un truc qui me tue. C'est quoi ? C'est comme il le dit, Regragui, l'entraîneur marocain. Pourquoi on n'a pas le droit de rêver d'avoir la Coupe du Monde ? Quand on entend les autres, non, c'est impossible. Mais si, on peut l'avoir. Mais c'est vrai, pourquoi ils n'auraient pas le droit de rêver ? Oui, mais c'est vrai, il faut rêver, il faut y aller jusqu'au bout, être optimiste. C'est donc, du foot, hein. C'est du football, mais on a le droit de rêver et de dire qu'on peut y aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, on en parlait en off avec Karim et Pierre. Mais imaginez-vous juste une seconde si le Maroc arrivait en finale. Déjà, ça serait ça serait plus qu'une victoire là. Mais non, mais reste pas pessimiste, Christophe. Non mais je veux dire, ça serait extraordinaire, mais ça serait magnifique. Ouais. Ça serait magnifique. Et une finale, on sait que alors là, je peux vous dire, peu importe qui est en finale. Hein. Et croyez-moi que le football africain ne serait plus vu de la même manière. Donc, il y aura déjà plus de clubs. C'est clair. Bon, mais merci mon Karim en tout cas. Voilà, heureusement que tu as appelé parce qu'on a rectifié une bêtise. Merci mon Karim. Smaïn est avec nous. Bonjour mon Smaïn. Allô ? Ouais, Smaïn, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Comment ça va, mon Smaïn ? Bonjour, le chroniqueur. Oui, qu'est-ce qui se passe, mon Smaïn ? En fait, moi, je suis d'accord avec le chroniqueur qui a dit qu'ils vont mettre 4 attaquants pour le Portugal. Ils vont profiter. Mais parce que moi, ce qui m'inquiète, il y a la défense marocaine. Mais hier, j'ai remarqué que l'attaque, c'est vraiment nul. Ouais. C'est vrai que l'attaque, c'est pas top. Il faut attendre la fin de l'émission pour enfin dire des vérités. Voilà, c'est quand même extra. Moi, je suis algérien, mais quand j'ai vu le match hier, j'ai oublié que c'est le Maroc qui joue. Attends. Moi, j'ai supporté comme si c'était l'Algérie qui jouait. Exactement. Mais on est. C'est tout le monde. Écoute, nous sommes deux franco-algériens ici, on a fait la même chose. Mais non, il n'est pas algérien, il est tunisien. Il est franco-tunisien, je suis franco-algérien. Hier soir, on était hyper heureux. J'ai oublié que je suis algérien. Non, comme c'était l'Algérie qui jouait. Exactement. Ouais. On a tous ressenti la même chose. Bah oui, c'était une fierté. Donc, moi, je passe un message. La défense, il faut que ça reste le même. Moi, j'ai supporté le Maroc et je suis toujours français. T'as supporté le Maroc, ça s'est pas vu. Hein. Bon. Merci, mon Smaïn. Merci beaucoup. Pierre-Henri, il a dit qu'il supporte le Maroc. D'ailleurs, on l'a eu. Et qu'il est franco-français. Il a droit. Il a dit que la France allait perdre contre l'Angleterre, mais il prévoit une finale France-Brésil. Qui est avec nous pour finir? Tiens, Mohamed qu'on avait perdu tout à l'heure. Salut Mohamed. Ouais, salut à tout le monde, salut au chroniqueur. Salut Mohamed. C'est pour un petit peu dans le même état d'esprit que l'auditeur précédent là. Bon, l'attaque elle est pas top, mais la différence c'est que là ça va jouer qu'au mental, c'est même pas le jeu. C'est ça, absolument. Ça va jouer comment? Sur le mental. Mental. Mais il n'y a plus de carburant. Il y a peu de carburant, tout a été donné pour les huitièmes là. Mais oui, mais le mental, effectivement, comme il l'a dit lui-même, l'entraîneur il a dit ils sont sur les rotules. Et ben voilà, c'est lui qui le dit, ils ont même plus de rotules. C'est pas qu'ils sont dessus, ils sont prêts à mourir sur le terrain. Mais le mental c'est plus fort que le rotule. Il y a combien de mecs qui restent debout, ils sont morts, les boxeurs, mais le mental il est là. Et pardon, Mohamed, juste c'est très important ce que tu viens de dire, parce que j'ai été il y a pas longtemps un truc de MMA. Voir MMA. le dernier combat de Le Banner. Le Banner se blesse sur le ring, c'est-à-dire en plein combat il se blesse et on voit qu'il tord la jambe. Le mec il continue le combat, il gagne le combat. C'est ça le mental. C'est ça le mental d'un sportif. Le gars. Et ben là c'est une équipe, c'est encore. Et ils sont fédérés, il y a tout le peuple derrière, il y a même plus que le peuple, il y a toute l'Afrique. Il y a toute l'Afrique derrière l'équipe du Maroc. Comme disait un de vos chroniqueurs, c'est souvent le outsider. Alors tout le monde est derrière. Ouais. Voilà, une petite équipe qui monte et une petite équipe entre guillemets, parce que franchement là ils ont prouvé que c'est une grande équipe. Il n'y a plus de petits.